Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Éric Boucher, le directeur général de Botanique. Il annonce la solarisation de 40 jardineries d'ici 5 ans et reviendra sur le statut de société à mission qui a été défini au mois d'avril. Le financement des projets à impact au programme de notre débat tout à l'heure, notamment comment Etifinance accompagne le groupe Crédit Mutuel Arkea pour évaluer sa politique ESG et celle des clients qui souscrivent à leurs prêts. Et puis la start-up du jour, c'est une marque de vêtements éco-responsables, Asphalt, qui ne fonctionne qu'aux précommandes et promet investir beau, durable et accessible. C'est important. Jardinerie, finance, mode, 3 univers, 30 minutes pour les découvrir, c'est Smart Impact. Bonjour Éric Boucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Botanique, qui est devenue une société à mission au printemps dernier, qui annonce la solarisation de 40 magasins d'ici 4 ans, on va dire, d'ici 4-5 ans. On y reviendra. Mais d'abord, je voudrais que vous présentiez Botanique. Ça a été créé en 1995, 3 familles d'horticulteurs et de maraîchers de Haute-Savoie. Est-ce qu'il y avait le sentiment d'être des pionniers à l'époque, ou est-ce qu'avec le recul, vous dites, ouais, vraiment, c'était des pionniers ? En fait, à l'époque, la contingence a un peu fait les choses. Il fallait écouler sa production. Oui. Et en 1995, là où l'enseigne a été pionnière, c'est dans sa relation avec les clients. Oui. Où on a remis beaucoup au centre du commerce la relation entre les humains. Le constat tout bête, c'était qu'à l'époque, les gens étaient en train de perdre leurs racines, paysannes. Ils ne savaient plus comment, presque planter un poireau, si le blanc était en haut, le vert en bas. Et donc, on a refait tout un système éducatif autour du jardinage. Et c'est là où on a commencé à poser les premières pierres de Botanique. Et ensuite, dès le début aussi, on a voulu des magasins qui étaient très recyclables. Donc, les magasins sont intégralement en bois. Très peu de choses bétonnées, sauf ce qui est vraiment très réglementaire, et ça a été un peu notre ADN dès le début. Oui. Il y a une étape importante, 2008, vous supprimez les pesticides des rayons jardin. 2008, là aussi, on peut considérer que vous êtes en avance sur l'époque. Presque une dizaine d'années sur la réglementation, oui, en effet. En fait, c'est tout bête. On se pose la question, on se dit, parmi ce qu'on vend, quel est le niveau de dangerosité des produits ? On fait faire une étude. On fait faire une étude par Génération Future, François Veillerette à l'époque. Et Génération Future, simplement en compilant la documentation scientifique, nous dit... classe ça en 5 catégories. Il y en avait beaucoup dans la catégorie la plus dangereuse. Un petit peu dans la moins dangereuse et quasiment rien dans la catégorie inoffensive. Mais il y avait des alternatives déjà, ou il a fallu quand même les trouver ? Il n'y avait pas d'alternative évidente, en tout cas pas pour le commerce de détail. Donc on a travaillé avec nos fournisseurs, on a anticipé des commandes, on a pris des risques, acheté des produits en avance pour les reconditionner pour les particuliers, éduquer les particuliers, éduquer nos propres équipes à un moment donné qui sont devenues en fait le relais vis-à-vis de nos clients et qui ont du coup retrouvé une légitimité. Il y a eu un formidable élan interne, c'était vraiment très intéressant humainement cette période-là. En plus avec un impact à la fois médiatique important qui a permis d'enclencher toute la partie légale qui est venue derrière, puisqu'on a finalement démontré que c'était possible. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on a enfin eu des clients qui se posaient des questions sur la nocivité de leurs pratiques. Ouais. Donc il y a vraiment une notion de pédagogie dans la démarche de Botanique, qui est devenue une société à mission en avril dernier. Ensemble, retrouver le chemin de la nature. Alors, ça passe aujourd'hui, parce que là on était sur une action qui date de 2008, mais j'imagine qu'il y a de la continuité. Ça passe par quoi, par exemple, sur les produits que vous vendez en magasin ? Comment vous réussissez à tenir la promesse d'une raison d'être comme celle-là ? Alors une raison d'être comme celle-là, elle s'articule après en 4 pôles. Un premier pôle qui est sur les produits, vous venez de le mentionner. L'idée, c'est de progressivement faire évoluer nos consommateurs vers des produits qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc, une jardinerie, c'est 20-25 000 produits à peu près. Donc, c'est un panorama très très large, une panoplie difficile à gérer par la largeur de l'assortiment. Et donc, dans chaque catégorie, on va créer des produits mieux-disants pour l'environnement. Et on va, en tirant ces produits mieux-disants vers quelque chose d'encore plus vert, si je le simplifie à outrance, on va permettre à nos clients d'avoir une source d'approvisionnement verte
dans chaque catégorie. Donc ça suppose de la transparence, ça aussi. J'imagine qu'il y en a déjà, mais encore plus. Ça suppose de la transparence sur beaucoup d'aspects, où c'est fabriqué. Donc, inutile de dire qu'on est très fortement impliqué dans le Fabriqué France. Et dans les cercles concentriques de la fabrication, c'est France, Europe et de manière moindre dans le monde. Mais je vous pose la question parce que s'il y a une catégorie par catégorie, une gamme de produits mieux disant, ça veut dire que les autres, il faut assumer qu'ils le soient un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut l'afficher. Tout à fait. Ouais. Donc, cette transparence, elle va jusque-là. On parlait de pédagogie et de formation. Ça continue aujourd'hui? C'est-à-dire que même si vos salariés ils sont sensibilisés depuis longtemps, il y a encore besoin de formation? Il y a de nouveaux enjeux? Oui, alors il y a... Le monde du jardin, de manière générale, est un monde finalement à la fois intéressant parce que ça nous connecte à la nature, mais c'est un monde où les gens, comme je le disais tout à l'heure, ont un peu perdu leurs racines historiques. Donc il y a sans cesse une formation à l'agronomie, entre guillemets, ou de manière plus simple, aux gestes du quotidien. Et c'est un de nos piliers très forts. Et c'est pareil, dans cette phase pédagogique, à la fois on aura donc des produits plus verts, et il faut qu'on explique en fait des méthodes plus vertes de culture, moins d'intrants, plus de respect des plantes, plus de respect de la saisonnalité. Et donc ça passe par quoi? Des ateliers, par exemple? Ça passe par des ateliers, du contenu, par exemple sur Internet. Ouais. Ça passe par des échanges au quotidien quand les gens achètent leurs produits. Des questions toutes bêtes sur l'emplacement dans lesquels ils ont l'intention de les mettre. Est-ce que la plante est bien adaptée? Et puis ça passe aussi par, encore une fois, la sensibilisation à cette offre plus verte. Qui parfois est un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de travail pour remplacer des méthodes un peu plus industrielles, entre guillemets. Quand on parle d'alternatives aux engrais chimiques, c'est une gamme de produits qui est très vaste aujourd'hui. Ça représente quoi? C'est une gamme de produits qui couvre quasiment tous les aspects culturels. Alors ça revient à avoir des produits plus minéraux, voire des produits à base par exemple, de fumiers animaux ou de compost recyclé, etc. On peut trouver la même efficacité parce que forcément il y a cet enjeu. Alors, l'efficacité n'est pas forcément recherchée par le particulier, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui sortent, notamment sur la grande culture, et en tant que président d'une ONG, on conduit ces études. Et on démontre au bout de 3 ans que les rendements économiques sont à peu près les mêmes, et les rendements culturaux au bout de 3-4 ans sont très très proches des rendements à base chimique, parce qu'en fait on laisse le sol faire son propre travail avec l'ensemble des bactéries et animaux qui le peuplent et qui trouvent une symbiose avec les plantes et qui créent cette productivité. Ce que la nature a mis des milliards d'années à inventer, finalement, continuons de nous en inspirer. Vous souhaitez limiter l'impact environnemental de vos sites. Vous venez d'annoncer la solarisation de 40 magasins d'ici 5 ans. J'imagine que c'est un investissement important. Qu'est-ce que ça représente comme investissement? Et puis quel retour sur investissement vous en attendez? Alors c'est une dizaine de millions d'euros d'investissement. Le retour en tant que tel, il a plusieurs facettes. Il y a un retour économique, c'est-à-dire que grosso modo, l'électricité qu'on va produire, on ne va plus l'acheter. Vous allez l'économiser, oui. C'est la conséquence directe de l'installation. Mais il y a surtout un aspect clair de l'engagement en fait, environnemental de Botanique dès le départ, et puis même une tendance très forte actuelle d'aller vers une neutralité carbone, et on est parfois des faiseurs chez Botanique. Moi, j'ai l'habitude de dire celui qui sait, c'est celui qui fait. Donc, on se lance dans ce projet à la fois avec fougue, et la deuxième raison, c'est que on va travailler sur le périmètre qu'on contrôle directement dans un premier temps, nos magasins. Et après, dans le cadre de la société à mission, on va étendre cette question de la production et de la consommation à nos fournisseurs pour essayer de voir avec eux, dans un partenariat, dans des relations sereines et apaisées, comment est-ce que l'on peut aller vers quelque chose de neutre sur toute la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de cet investissement, vous travaillez avec une start-up qui s'appelle Optera. C'est une toute jeune entreprise. C'est une toute jeune entreprise du Pays Basque. Pourquoi vous les avez choisis? Qu'est-ce qui vous apporte? Pour plein de raisons. En fait, en interne, dans les structures commerciales, on a relativement peu de compétences sur les domaines de l'énergie. Moi, j'ai une formation très technique à la base, mais indépendamment de ça, il nous faut un accompagnement rationnel pour, j'allais dire, tout à l'heure, vous posez la question du ROI. J'aurais plutôt tendance à regarder l'efficacité pour l'euro investi. Où est-ce que,
en mettant 1 euro, on sera le plus efficace dans la décarbonation de notre activité. Et donc, on a besoin pour ça de faire des calculs de consommation. Et la première étape qu'on a faite avec eux, et c'est la raison pour laquelle on les a choisis, c'est qu'ils ont une plateforme de suivi énergétique pas que énergétique, mais énergétique, eau, etc., déchets, de la consommation de nos magasins, qui est relativement automatisée, qui nous permet d'avoir un poste de pilotage complet de l'ensemble des magasins pour décider de l'endroit précis où on va placer nos actions. Donc ça a été le point de départ. Il s'avère que c'est une sorte de spin-off d'une entreprise technologique française qui a très fortement œuvré dans la solarisation des îles comme la Guadeloupe, la Réunion, il y a quelques années, 2-3 ans. Et donc, ils ont une vraie compétence sur le solaire et c'est la raison pour laquelle ils nous accompagnent. Ce ne sont pas eux qui construisent des centrales solaires, c'est bien des installateurs classiques, mais ils nous définissent le cadre et nous aident dans cette aventure, entre guillemets, mais qui est une aventure raisonnable quand même. Merci beaucoup, merci Éric Boucher, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur le financement des projets à impact. Le financement durable s'impose de plus en plus. On en parle tout de suite avec Guénolé Lekeo. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur des marchés institutionnels Grand Ouest chez Arkea Banque Entreprises et Institutionnels. À vos côtés, Xavier Leroy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur du pôle acteurs financiers chez Etifinance. Vous avez accompagné Arkea dans l'évolution de la politique ESG. Peut-être une question générale, Guénolé Lekeo. Je disais financement durable qui s'impose de plus en plus. Vous le ressentez-vous? C'est pas. Alors on le voit, il y a des campagnes de publicité de toutes les banques, mais ça va au-delà de ça? Oui, ça va au-delà de ça et au-delà des campagnes de publicité. Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est l'adhésion de nos clients, parce que notre démarche, elle est tournée vers les clients. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une dynamique importante sur cette thématique-là et une demande de nos clients de se faire, entre guillemets, évaluer, de moins que la banque prenne en compte les engagements extra-financiers des clients. C'est la filiale dédiée aux PME et aux ETI du groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc, quand vous dites les clients, ce sont les chefs d'entreprise qui ont cette démarche. Les PME, les ETI, les institutionnels au sens large, des collectivités, des acteurs de la santé publique, du logement social et aussi des acteurs de l'immobilier privé. Mais comment vous faites le tri? Parce que c'est une question centrale, reconnaître les vrais projets à impact. Et vous allez nous expliquer comment vous les y aidez, mais comment vous faites le tri? Quelque part, il n'y a pas de tri. Parce qu'initialement, on s'intéressait au projet. On avait déjà, ça fait 5-6 ans, on s'intéressait au projet. Là, après, on s'est dit, il faut qu'on s'intéresse à la stratégie RSE de l'entreprise. C'est la démarche qui est importante. La démarche, voilà, tout à fait. Et donc, quelque part, dans le plan stratégique, la raison d'être du groupe Arkea, c'est d'accompagner les clients dans leur transition, peu importe leur point de départ. Donc, quelqu'un qui n'a... Ils font tous quelque part un bout de RSE. Chose à nous de les aider à formaliser les choses. Donc on prend les gens, peu importe leur point de départ. Pour les plus avancés, on va valoriser financièrement. Pour les autres, on va inciter financièrement et on va structurer leur démarche pour qu'ils s'engagent et qu'ils aillent plus loin dans leur démarche RSE. Pour bien comprendre, Xavier Leroy, votre rôle, c'est quoi Etifinance? Etifinance est une agence d'évaluation ESG ou extra-financière et un cabinet de conseil. Donc, nous avons lié nos deux compétences pour accompagner Arkea dans son projet de crédit à impact. Et nous avons une spécificité, enfin on en a deux d'ailleurs. La première, c'est que nous sommes français et nous sommes la dernière agence française, il faut le préciser. Et la deuxième spécificité, c'est que nous sommes spécialisés dans l'évaluation des ETI PME qui généralement sont laissés de côté par les grandes agences parce que c'est pas commode, parce que le marché est moins profond, et puis parce qu'il faut des processus, des méthodologies qui soient adaptées aux petites entreprises. Si on prend le même microscope d'analyse pour analyser Total ou L'Oréal et pour analyser une entreprise de 50 ou de 100 personnes, on va trouver la performance complètement nulle. Donc il faut adapter nos processus et l'évaluation à cette dimension. Donc Etifinance accompagne dans ce projet Arkea BEI à la fois sur la partie de conception, de conseil, et aussi dans l'opération, c'est-à-dire dans l'évaluation de ses clients pour la mise en œuvre de la solution. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on va parler de Pacte, c'est le nom de ce crédit innovant, ce système de prêt innovant, mais dans votre démarche, vous évaluez aussi la banque elle-même, c'est ça? Absolument. Vous commencez par évaluer la banque. La demande a été faite d'évaluer sur le même référentiel, c'est-à-dire selon les mêmes critères, à BEI et puis quelques autres structures de l'ensemble, pour se confronter chaque année à cette évaluation, à l'instar de ce qui est fait pour les clients. Donc c'est vrai que ça a été une démarche qui a été complète, et d'ailleurs derrière cette évaluation, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris par la banque et ses dirigeants. 87 sur 100, 8,7 sur 10. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais content. Quand
C'est une très bonne C'est une bonne note. C'est une très bonne performance. Ouais. Alors, c'est pas parce que c'est notre client, mais parce qu'effectivement, Arkéa BEI a mis en place un certain nombre de démarches qui sont effectivement très importantes. Et pour revenir sur votre question sur l'impact, le premier impact, c'est bien ça, c'est la performance, l'amélioration de la performance, le fait aussi de pouvoir la financer au travers de ce dispositif. Alors, en quoi est-il innovant ce pacte, ce prêt à impact ? Innovant parce qu'en fait, c'est une démarche globale. Il est innovant d'abord par le caractère universel, finalement, qu'on s'adresse. C'était un marché qu'on avait observé, nous, à partir de 2017. On avait partagé le constat avec Equityfinance. C'était un marché qui était très élitiste, ce qui était accessible à partir de 100 millions d'euros d'emprunt. Donc, ça ne concerne pas le commun des mortels du tissu économique français. Nous, on s'est dit, notre raison d'être, Arkéa, on est une ETI de la banque, c'est de démocratiser tout ça. Donc, il est innovant par ce biais-là. Il est accessible à partir de 3 millions d'euros. Donc, et là où il est intéressant, c'est qu'en fait, son taux d'intérêt évolue en fonction de la performance, donc extra-financière, de notre client. Et pour ça, on a travaillé avec Equityfinance sur un deuxième volet, qui est la production d'un rapport de performance. Donc, on détaille les points forts, les points faibles de l'entreprise, ses axes de progrès, et surtout, on lui donne des éléments de benchmark. Donc, à intervalles réguliers au cours de la vie du prêt, on va venir lui mettre une note quelque part et on va lui dire des éléments de benchmark. Voilà comment le panel d'entreprises comparables se positionne par rapport à vous. Et le niveau de variation du taux, c'est quoi en fonction des bons résultats? Ça peut aller jusqu'à combien? Combien de frais financiers en moins, en fait? Voilà, c'est tout à fait ça. On a fait le choix de mettre un curseur sur une économie potentielle maximale de charges d'intérêt pour nos clients de 20%. Sur les frais financiers. Donc c'est un engagement massif de la part de la banque pour inciter ses clients à s'engager dans cette démarche de progrès et voir leurs notes progresser d'année en année. Ça suppose, Xavier Leroy, une démarche aussi de transparence de la part des clients d'Arkéa qui souscrivent ce prêt, parce que pour atteindre les 20%, il faut jouer le jeu, quoi. C'est la contrepartie. D'abord, généralement, dans un emprunt, il y a une transparence financière. Oui. Dans le cadre présent, il y a la transparence extra-financière, avec me semble-t-il, deux objectifs pour pouvoir avoir cette transparence. Le gain financier, si on a des bons résultats et qu'on progresse, on a l'obtention de ces bonus qu'évoquait Guénolé à l'instant. Et le deuxième élément, il y a un retour sur l'évaluation, l'entreprise obtient un comparatif, un rapport, des recommandations dont elle peut se servir pour améliorer sa performance, le cas échéant pour communiquer auprès de ses parties prenantes. Les premières sont bien entendu les salariés. Et donc c'est du win-win, pour employer un terme un peu galvaudé. Alors cette transparence, elle n'est pas automatique parce qu'il n'y a pas des documents publiés, il n'y a pas une formalisation. On a affaire à des entreprises qui publient peu. Ça n'a rien à voir avec une entreprise cotée, avec une grande entreprise cotée. Et donc c'est là où j'évoquais des méthodologies, des processus particuliers. Equityfinance rentre au contact de l'entreprise pour lui dire: envoyez-nous ce que vous avez pu produire, et puis ensuite on envoie des questionnaires, on a une interaction avec les dirigeants pour pouvoir remplir ces référentiels d'indicateurs sur les différents piliers. Avec une évaluation qui est quoi? Régulière, annuelle? C'est quoi le principe? L'objectif est bien d'avoir une évaluation annuelle, d'abord parce que ça permet de mettre en place le dispositif du prêt, puis surtout ça permet de mesurer les progrès que l'entreprise peut faire d'une année sur l'autre en fonction des recommandations qui ont pu être délivrées. Guénolé Kéos, vous l'avez lancé en février 2020, ce prêt pacte. Qui en a déjà bénéficié? Quelques exemples comme ça pour comprendre ce qui se met en œuvre. Aujourd'hui, on a 80 entrepreneurs, ou entreprises, parce qu'on inclut aussi les institutionnels qui en ont bénéficié. Donc c'est un volume de plus de 400 millions d'euros qui ont été accordés à nos clients là-dessus. Donc parmi les entreprises, on va retrouver notamment des personnes avec qui on a communiqué. Je pense au groupe Biocop, qui était une référence importante là-dessus, très engagé dans la démarche. Je pense au groupe Charrier dans les travaux publics, au groupe CETI dans la menuiserie industrielle, au groupe Boineau aussi dans les spiritueux, donc on touche assez largement. Sur le volet immobilier, on a le groupe Duval aussi, qui est un acteur bien établi. On attire aussi un certain nombre d'institutionnels, des collectivités, ça c'est un marqueur important, et les bailleurs sociaux, donc des métropoles comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, qui font ces choix-là. Des bailleurs sociaux comme Paris Habitat, Néotoa aussi, qui est le bailleur social d'Ille-et-Vilaine, le Grand Port Maritime de Bordeaux. Donc on voit c'était un de nos objectifs aussi, quand on parlait de démocratiser, c'était de toucher large, que ça impacte dans les territoires. Et je pense que de ce point de vue-là, on a réussi ce premier objectif-là. En fait. Donc février 2020, ça veut dire qu'il y a déjà eu une première évaluation pour les tout premiers prêts. On est où par rapport à l'objectif au plafond là, de 20% de frais financiers en moins? Il y en a qui l'atteignent déjà, qui sont sur... Alors nous, on en a évalué, je crois, une cinquantaine, parce que c'est dans les processus. Mais alors, je ne sais pas, oui, les résultats sont plutôt globalement assez bons. Sont plutôt bons. Donc les 20%, pour ça, il faut un engagement
sur la durée. Sur la durée, évidemment, on ne les atteint pas en un an. On ne les atteint pas en un an. Il n'y a pas que d'effet d'aubaine non plus. À aujourd'hui, on constate qu'on a à peu près 80% des clients qui sont engagés dans la démarche qui se positionnent au-dessus du benchmark, c'est-à-dire au-dessus du panel d'entreprises comparables. Donc c'est plutôt des clients engagés initialement qui sont allés dans la démarche. On a un certain nombre de clients qui sont en dessous, mais ça ne fait rien qui, par le mécanisme incitatif et par la structuration que l'on leur apporte avec le rapport, vont avoir des axes de progrès clairement identifiés. Ce n'est pas un produit qui est dédié à des spécialistes de l'énergie renouvelable ou bien du recyclage. Oui. C'est pour toutes les activités. On est sur une dimension d'impact de la performance générale. Nous, on pense chez Etifinance, par exemple, que la dimension sociale est un élément, un pilier essentiel dans les entreprises. Tous les secteurs ne se prêtent pas à des dimensions environnementales objectives. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez généraliste. Et la première chose, quelque part, que l'on sanctionne, si vous me permettez l'expression, dans l'évaluation, c'est la transparence. Le fait de produire de l'information, de communiquer, même si elle n'est pas très bonne, même si le taux d'absentéisme n'est pas génial, le fait de le calculer, de le suivre dans une entreprise, c'est déjà un marqueur d'intérêt pour ce sujet. La même chose sur les formations, etc. Donc on a clairement aussi un marqueur de transparence qui habitue les entreprises, en amont d'ailleurs de réglementations qui vont se mettre en place sur ces publications. Est-ce que ce prêt Pacte, il permet de financer des projets qui seraient peut-être exclus de modèles un peu plus classiques ? Pas forcément. De toute façon, on a une politique des risques au niveau de la banque. C'est-à-dire qu'on s'interdit un certain nombre de choses. On n'ira pas financer le charbon, on n'ira pas financer autre chose. Il a vocation à être généraliste, à accompagner les besoins financiers de l'entreprise et à utiliser l'endettement au service de la stratégie RSE. Donc vous avez dit, on évalue quand même sur une quarantaine d'indicateurs. Donc on a vraiment cherché, au lieu de se concentrer sur un indicateur, deux indicateurs, à rayonner sur la vision 360 de la RSE qu'on défend beaucoup chez Arkea, pour aller sur la gouvernance, le social, l'environnemental et les relations aux parties prenantes. Ouais. Et l'enjeu, on va terminer là-dessus, Xavier Leroy, de l'évaluation effectivement des critères extra-financiers. Bon, c'est clairement un levier majeur de la transition écologique. C'est plus compliqué d'évaluer l'extra-financier par définition ou pas forcément? Est-ce que c'est un cliché que j'utilise? C'est moins normalisé en tout cas que la partie financière, c'est une évidence. On entend d'ailleurs ici et là des gens qui disent oui mais les agences n'évaluent pas de la même façon, etc. Donc c'est une matière qui est en train de se construire. On est en train de passer d'une phase du volontarisme au réglementaire. Avant les démarches étaient volontaires, aujourd'hui on voit bien que les choses se normalisent, notamment du fait de la réglementation européenne. Ce qu'il ne faut pas perdre, en tout cas, ce sont deux choses. La première, c'est ne pas laisser de côté les petites entreprises. À partir du moment où on adapte, encore une fois, la mesure et ce que l'on recherche à ces entreprises. Et la deuxième chose, ne pas se focaliser uniquement, c'est essentiel, pas uniquement sur le climat et l'environnement, en perdant de vue ce qui fait le sel, nous semble-t-il aussi, de l'impact, qui est l'impact territorial, l'impact sur l'emploi, l'impact sur le développement, la féminisation des instances dirigeantes, etc. Des éléments qui sont essentiels pour le développement de notre économie. Le S et le G de ESG. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce prêt Pacte. Une start-up à l'honneur tout de suite. On parle mode responsable. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour William Ovette, bienvenue. Vous êtes le fondateur d'Asphalt, créé en 2016. C'était quoi votre idée? Vous aviez déjà une expérience dans le domaine de la mode. C'était quoi votre idée? Oui, tout à fait. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Mon idée, en fait, justement, en voyant cette première marque que j'avais fondée, j'ai découvert à quel point le secteur de la mode était un secteur dans lequel il y avait énormément d'intermédiaires entre le produit qui sort d'un atelier et son arrivée chez un client. Et ces intermédiaires, forcément, ils prennent une part du gâteau et ça fait gonfler le prix de vente. Et mon idée, c'était justement d'arriver avec un modèle économique nouveau qui permette d'avoir moins d'intermédiaires, que ce soit plus direct et du coup de rendre la qualité accessible, qui était vraiment la mission de base d'Asphalt. Ouais. C'était une marque de pull, c'est ça la première marque? La première marque 6C7 était une marque. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, parce qu'on parle beaucoup de recherche de sens, vous vous êtes dit à quoi ça sert de faire ce que je fais? Ah oui, complètement. J'ai vraiment eu un moment comme ça où j'ai réalisé qu'effectivement, j'avais pas vraiment le contrôle sur mon offre. Je faisais des très beaux pulls fabriqués en Italie, mais qui étaient revendus du coup très très cher. On avait du mal à trouver une clientèle. On avait des invendus en fin de saison. On était obligé de faire des soldes à tout va parce que tout le monde en faisait autour de nous. Donc on était vraiment dans un espèce de cercle vicieux. J'avais l'impression que c'était pas bon pour les clients, pas bon pour nous. Enfin, personne n'y gagnait. Et donc vraiment l'idée, c'était effectivement de redonner du sens et d'avoir un truc un peu plus. Alors, et ce nouveau modèle, il fonctionne sur le principe
principe de la précommande. Il faut rappeler, c'est tout simple, comment ça marche, mais pourquoi c'est essentiel? Qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses en fait. Donc le principe de base de précommande, c'est qu'on ne produit que ce qui a été vendu. Donc nos vêtements, ils sont disponibles sur notre site internet, les gens peuvent les acheter, mais simplement c'est seulement une fois qu'ils ont été achetés par les clients qu'on va lancer la confection. Donc le client doit attendre un petit peu, 2-3 mois d'attente pour avoir son vêtement. Mais ce modèle économique permet justement d'être très très économique sur plein de frais et donc rend la qualité accessible. On a un super rapport qualité-prix. Et en plus de ça, il y a un avantage économique qui est énorme, évidemment, puisqu'on ne produit que ce qui a été vendu, donc il n'y a pas de surproduction. Et ça vous permet d'investir sur quoi? Sur la qualité des tissus, sur la confection, le service? C'est quoi finalement le gain de la suppression des intermédiaires? Le gain, il est principalement sur la qualité du vêtement et aussi la traçabilité du vêtement. C'est-à-dire le fait d'acheter un vêtement, par exemple un pull qui a été fabriqué au Portugal avec un fil italien, dont on sait toute la chaîne de traçabilité. Et donc voilà, c'est tout simplement un vêtement qui coûte cher à fabriquer et qu'on arrive à vendre pas trop cher du fait des gains qu'on fait sur le reste. Le choix des partenaires, vous venez de l'évoquer, il est essentiel. Donc ils ne sont pas tous en France. Ça veut dire c'est des savoir-faire qui se sont perdus tout simplement, qui sont en train de se recréer. Comment vous essayez de trouver des partenaires français aussi dans la gamme? On en a certains, en particulier les fournisseurs de tissus. Ça, il y en a encore pas mal en France et on travaille avec pas mal de fournisseurs de tissus français. Sur la partie confection, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, les savoir-faire sont partis. Ils sont en train de revenir, il y en a certains qui sont restés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des partenaires qui sont capables d'arriver avec une offre de prix qui soit cohérente et une capacité aussi à produire massivement, puisque justement, cette production massive est plutôt partie dans d'autres pays. Est-ce que vous diriez que c'est presque une mission on est une entreprise, on parle d'entreprise à mission, de raison d'être, mais dans l'éducation du consommateur, notamment dans ce milieu de la mode. Il y a vraiment des habitudes qui sont ancrées en nous depuis des siècles et qu'il faut sans doute changer. Oui, bien sûr. Alors, je ne dirais pas depuis des siècles parce que la réalité, c'est que je pense qu'il y a quelques décennies, les gens achetaient beaucoup plus responsablement les vêtements. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus attention, on les réparait, on a retrouvé des vieilles étiquettes vintage de marques qui aujourd'hui sont plutôt fast fashion. Et au début, il y avait écrit « c'est fabriqué pour durer ». Je pense qu'il y avait vraiment cette volonté. On l'a complètement perdu avec la fast fashion. Donc ça fait plutôt 20-30 ans qu'on a perdu ça. Donc nous, l'idée, c'est effectivement plutôt de revenir à une normalité qui est achetons un peu moins de vêtements, achetons des vêtements de meilleure qualité et essayons de les garder et de les porter longtemps. Mais ça, vous faites passer le message à vos clients? On le fait passer. On parle souvent de notion de communauté, notamment aussi pour les cosmétiques, mais dans le secteur de la mode, c'est important. Vous réussissez à interagir avec vos clients? Oui, et d'ailleurs, c'est ce message-là qui nous a permis de constituer une communauté. Parce que c'est ce message qu'on dit depuis le premier jour, c'est on va faire des vêtements qui sont fabriqués pour durer, parce qu'on pense que finalement c'est ça que vous voulez et c'est ça que vous n'arrivez pas à trouver sur le marché. Et c'est ça qui a eu un écho très fort et qui continue d'en avoir aujourd'hui. Donc au contraire, nous on en parle beaucoup à nos clients et c'est ça qui nous permet d'avoir des gens qui sont vraiment avec nous dans cette mission de mieux consommer. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Asphalt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation. C'était de Carla Perruchon aujourd'hui. À la réalisation, c'est Benjamin Michel et au son, c'est Saïd Mamou. Je vous souhaite une très belle journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.